Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, le podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut les boys, comment ça va? Hello! Ça va super bien. Beau sujet aujourd'hui. Oui, vraiment. Podcast, Oui. Oui, j'avais hâte de le faire, moi. Hey, Colin, merci Robert. Oui, merci, bro. Ben écoute, moi j'ai vu le vidéo sur lequel on s'est un peu basé puis qu'on va faire un peu de route là-dessus au niveau francophone. Là. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut qu'on parle de ça là, pour les auditeurs et les auditrices. Là. Puis c'est quelque chose à partager vraiment intéressant parce que tout le monde a une façon différente de peut-être parler de ce sujet-là et de le faire. Puis je vais continuer laisser mon frère expliquer de quoi parle-t-on aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, l'épisode 31 porte sur des trucs et des astuces pour la construction d'un deck Commander. Quand que tu m'as proposé ça, bro, je trouvais ça cool. En fait, on s'est... Oui. C'était pas l'élevage des papillons africains? Ah, comment Non, ça, il paraît que la commande n'est pas arrivée encore, fait qu'il va falloir qu'on attende un peu. J'ai pas eu bon script d'abord, excusez, je sais pas non, Hey, vous m'avez perdu, là. Ouais, Sylvain, il a pas embarqué dans le bandwagon. Vous êtes beaucoup trop wise pour moi en ce vendredi après-midi. Oh, boy. Bon, je recommence. Ouais, quand tu m'as proposé ça, bro, en fait, je trouvais que c'était super intéressant. En fait, c'est une traduction, mais c'est plus une mise à notre image d'un épisode de Game Night, si je me trompe pas, Robert? Oui, c'est de Command Zone. De Command Zone, ouais. De Command Zone qui ont fait un nouveau Commander deck building template. Ils en ont déjà fait un il y a une couple d'années, puis ils ont décidé de le mettre à jour. Puis les mises à jour qu'ils ont faites d'ailleurs sont hyper intéressantes, puis je pense que c'est ça qui valait la peine de discuter. C'est franchement super intéressant. Avec d'ailleurs aussi l'ajout de Rachel Weeks dans le duo. Je trouve que, parenthèse de même, je trouve qu'elle fait vraiment une bonne job avec les gars. Ah, solide. Super intéressante, là. Vraiment pertinente. Fait que, 100% d'accord. 100% d'accord. Puis c'est ça, je sais pas si tu te rappelles, Matt, mais quand on avait parti le podcast, c'était une des choses que j'avais comme objectif qu'on n'a plus ou moins jamais vraiment fait pour X raisons. Mais c'était un des objectifs de prendre des bons vidéos qu'on voyait sur Internet, des vidéos américaines ou des vidéos anglophones, puis des traduire pour certains auditeurs qui n'ont pas le temps ou qui comprennent moins bien l'anglais. Fait que quand mon frère m'a proposé ça, puis je l'avais vu passer en plus, j'ai dit oui, c'est sûr, bro, que je veux qu'on fasse quelque chose là-dessus. Puis sérieusement, j'ai reçu ton plan de match cette semaine, puis j'ai fait wow, ouais, j'ai hâte. Puis tu nous as donné un petit devoir en plus, puis j'ai trippé de le faire. Fait que bro, je te laisse. Ah, mais avant, Matt. Je pense, oui. Bro aussi, c'est le temps de déboucher notre boisson pétillante. Sans calories. Ah ouais, non. Ah, pas tout. Oh, tu déroges? Ben, moi, c'est San Pellegrino. Ouh. Ouais. Ça, c'est hyper calorique. Après-midi, là, c'est San Pellegrino. Oh, OK. Tout aussi désaltérant et savoureux, par contre. Ah, ouais, ben, vous comprenez pourquoi je la regarde depuis tantôt, ma canette pour ouverte à côté de mon ordi. Pour être bon, c'est vrai que c'est bon. Fait que si tu me permets, Matt, on passe la POC à Robert, puis on le suit dans ce super plan de match. Of course! Go! C'est quand même simple. On va y aller, tu sais, puis les auditeurs, les auditrices, ils pourront peut-être regarder l'image qu'on mettra sur notre sur la page Facebook ouais. de notre podcast. Mais tu sais, en gros, le plan de match, ça va être de regarder chaque catégorie. Puis on va y aller selon l'image qu'eux ont postée, qui est super intéressante. Je pense qu'avec les petites couleurs puis tout ça, là, ça fait un beau graphique. Puis pour les gens visuels, c'est très nice. Ouais, effectivement. Tu parles des catégories d'un temple, d'une construction de deck. Oui, c'est en plein ça. Pour le template, le canevas, si on pourrait dire la traduction française. Un canevas pour bien construire son deck avec certaines catégories qui vont bien balancer pour les réponses, les stratégies, etc. Tu sais. Puis, chaque catégorie, dans le fond, il nous faut du ramp. On va expliquer en détail qu'est-ce que c'est. Le card advantage, qui était auparavant du draw. On parlait beaucoup de card draw, mais maintenant, ils ont changé ça. C'est super intéressant. Le target disruption, qui est aussi quelque chose qu'ils ont changé. Maintenant, on parle plus de removal, mais de disruption. On va parler de ça plus en détail. Le mass disruption.
les lens et les plan cards. Ça va être ça en gros qu'on va étaler pendant peut-être sinon peut-être même 2 podcasts parce qu'il y a Ouais. tellement de choses à C'est trop long. partager. Ça va être hallucinant. Yes. Mais on va commencer par le ramp, les gars. Le ramping. Écoute, pour faire la définition du ramp, hein, c'est quand même important de la faire parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui peuvent faire une erreur de penser que des bursts de mana puis du RAM, c'est la même chose. Il faut faire vraiment la distinction que le RAM, ça va être vraiment une carte, la plupart du temps un permanent qui va faire en sorte que tu vas avoir une façon d'avoir plus de mana que normalement tu devrais avoir par tour, en fait. Okay. Tandis qu'un burst de mana, par exemple, un des meilleurs exemples, ce serait probablement un Dark Ritual. C'est pas considéré comme du ramp parce que c'est pas permanent. Okay. C'est un beau gros burst de mana pendant un tour, mais au prochain tour, t'auras pas rampé parce que t'auras pas encore un avantage que n'importe qui d'autre sur la table va avoir au niveau des lanes. Je dirais même des fois, ça peut être un card disadvantage parce que tu vas avoir dépensé plusieurs cartes pour avoir fait une action. Tu vas avoir eu un burst, mais c'est un peu comme un nitro. Après ça, peut-être tu ralentis un peu parce que tu vas avoir dépensé plusieurs cartes. Mais c'est ça. Du ramp, c'est vraiment de faire en sorte que tu puisses avoir accès à plus de mana que normalement selon la formule de 1 lane par tour que tout le monde devrait connaître et enjoy. Dark Ritual, il s'en irait dans quelle catégorie d'abord, tu sais-tu? Je te prends de court un peu. Mais... Ce serait probablement, on va probablement un peu plus loin là-dedans. Ça serait à la limite probablement un enabler pour le plan card, d'après moi, ou peut-être même juste, tu sais, ça reste, c'est pas du RAM. Je pense que ça peut être peut-être considéré à la limite la moitié de du ramp, mais c'est pas tant du ramp. Ça va accélérer les choses. C'est un card advantage, mais ça va t'avantager. Mais ce ne sera pas du ramp en tant que tel. OK. Fait que je pense que ce serait plus au niveau du plan, d'accélérer le plan qui va dans ton deck. À la limite, c'est peut-être même une carte qui rentre dans aucune catégorie. En fait. OK. Moi, j'ai l'habitude de considérer de jouer Dark Ritual comme étant du RAM. Parce que ça accélère, même si c'est de façon temporaire, ça accélère ma progression de mana par rapport à ce que je suis supposé avoir. Généralement, ça va me permettre de devancer mon plan de match. Fait que, moi, j'ai toujours considéré comme du ramp ça ou High Tide ou. Mais je suis d'accord que c'est pas un ramp permanent, mais un Lano Orelf non plus ne peut ne pas être un ramp permanent. Parce que si tu te le fais sauter, il n'est plus là. Ben, celle-là un peu plus. Oui, c'est le permanent. Parce que, tu sais, si t'enlèves, c'est sûr que, tu sais, c'est conditionnel. Si t'enlèves toutes les conditions, je veux dire, à part des sorceries, il n'y a pas grand-chose. Même des lands, tu pourrais dire, ben, des lands, finalement, si t'en mets plus, mais ils te les pètent toutes, t'en as pas plus. Mais ouais, faut pas mettre les conditions, là. Ouais. J'ai l'habitude de compter, même si c'est, comme tu dis, un burst de mana, puis je suis d'accord avec ça. J'ai l'habitude de compter ça comme du RAM. Au même titre que, mettons, mon Goblin Prospector, il faut que je sacrifie un autre gobelin pour faire de la mana. Mais c'est une option que j'ai si la situation est bonne. Puis bon, dans un deck de gobelins, tu es supposé avoir un paquet de gobelins. Sinon, on a une petite problématique. Fait que, c'est le genre de carte que je rentre dans le ramp. Est-ce que je vais aller peut-être à 11-12 ramp si j'ai une carte comme ça? Oui. OK. Je vais peut-être augmenter le nombre de RAM si j'ai plus de RAM temporaire ou de RAM conditionnel. En fait, essayer, évidemment. On n'est pas tout le temps capable, là. Mais pour compenser, oui, c'est ça. Le fait que ça va être par petits bursts seulement que ça pourrait arriver. C'est comme ça peut être considéré comme du demi-ramp. Ouais. J'avoue que j'aime un peu moins je comprends la situation. C'est vrai que pendant un tour, tu vas avoir accéléré, tu vas avoir un petit nitro, mais tu iras pas plus vite que les autres après, tu sais. Puis même, ça dépend ce que tu as fait avec ce boost-là. Peut-être que ce boost-là te permet justement de prendre un avance considérable et de la garder après. Oui, mais... Tu sais, je joue un Dark Ritual, je joue un Tripgast.
Oui, mais si tu te le fais péter, tu vas avoir utilisé 2 cartes, Oui, puis une personne va avoir utilisé une carte et tu vas maintenant être rendu en arrière. ouais, ça, c'est dans plein de situations. Oui, mais dans le ramp, si tu utilises un cultivate et tu as plus de laine que l'autre, tu vas toujours avoir plus de laine que l'autre si jamais l'autre le fait pas. Ouais, ça, c'est un Si autre. jamais l'autre le fait pas. Non, non, ben ça, c'est une autre discussion parce que, puis ça, c'est un de mes chums qui a apporté ça dans le playgroup. Les gens ont, au niveau Commander, au début, le Mass Land Destruction était frowned upon. Ça a été regardé de façon, je veux pas que tu détruises mes lands. Ça s'est comme un Mhm. peu étendu à toutes les lands. Pendant un bout, personne n'osait jouer de strip mine ou de trucs du genre. Fait que les gens se sont peut-être un petit peu trop habitués à ce que leur LAN soit tout le temps safe. Effectivement. Et, Oui, en effet. puis moi, dans mon playgroup, je commence à en avoir un plus en plus du LAN removal. C'est sûr que quand tu joues une game casual, le gars, il a une source rouge, il va pas péter sa source rouge pour le fun. Là. Ah, non. Non, non. Mais quand Mais le sa gars qui LAN a. qui est double enchanté, pas trop Ah, de ouais, c'est misère ça. avec ça. Puis le Ouais. gars qui a un deck tribal puis qui a un Tree City, là. C'est pas trop de C'est misère Ouais. avec ça, c'est ça. Non, Les non, Cabal c'est ça. Coffer et les trucs de ce Exact. monde-là. Ouais. Ah, ouais. Fait D'habitude, ce genre de truc-là passe, là. tu sais, Destroy All Non-Basic Land, pas trop de problème avec. J'ai plus de problème avec ça maintenant. Mhm. Destroy All Land juste pour retarder la game si tu gagnes pas le tour d'après. Moi, j'ai un de mes chums, Cody, il joue Armageddon, mais il s'assure que quand il fait ça, il gagne le tour d'après. OK. Il nous laisse pas poireauter, il n'y a plus de land pendant Non, 4 c'est heures. Mhm. ça. Ouais. Non, c'est ça. Je pense que, tu sais, ce qui est important dans le template ou ce qui suggère d'avoir sensiblement dans ton deck 10 ramp, c'est que, et en majorité, c'est mieux d'avoir du ramp qui va être permanent sur le jeu que d'avoir peut-être plein de bursts qui font que tu vas avoir à dépenser beaucoup de cartes pour ça, puis au final, peut-être qu'à un moment donné, tu vas fall behind parce que tu utilises beaucoup de ressources pour avoir des petits bursts, mais il faut toujours que tu fasses plein de petits bursts tout le temps parce qu'au prochain tour, ben, tu l'as plus. Oh oui. Mhm. Alors que peut-être le RAM plus permanent te permet au fil du temps d'avoir un avantage sur les autres parce que tu as, peut-être un, deux ou trois lanes de plus qui te permet de jouer une carte de plus ou de piger un peu plus puis d'avoir un peu plus d'interaction sur le jeu. C'est sûr. Je pense que c'est plus au niveau de ça que c'est bon. Tu sais, c'est bon d'avoir du burst, mais pour équilibrer les choses, c'est peut-être bon d'avoir des ramps permanents. Puis Ben, d'ailleurs, il disait qu'il y avait 3 sortes. Est-ce que vous seriez capable de. Tu sais, c'est assez facile d'identifier, mais il y a 3 sortes un peu de ramps permanents. Je pense qu'il y avait cette petite question dans les petits devoirs Ouais. chez les petits élèves. Matt, tu te lâches-tu? T'essayes-tu? combien de types de ramp? Ouais, ben tu sais, Ben, il y a comme 3 sortes de choses avec lesquelles on peut faire du ramp. C'est Ouais. un peu ça la question, là. D'après moi, t'as dit Mana t'as des. Ouais, Rock, les rocks. Land, Créature, Dork. Ça serait ma Oui, réponse. il y a les dorks, il y a les artefacts. Ouais. C'est ça, les Mana Rock, les artefacts et le Land Ram qu'on appelle avec les cultivates de ce monde. Ouais, tu sais, c'est ça, les spells, là. Les sorcery, tout ça. Mais j'ai une Voilà, bonne question. réponse. À Shinot Altar, on rentre ça dans le ramp? Parce que si t'as pas de créature, ça te donne pas de mana supplémentaire par lui-même. Oui, puis c'est parce que là rentre la chose intéressante dans le template, c'est que tout peut être vraiment discutable et modulable selon Ben oui. ton deck. Ah ouais, Parce c'est ça. que le deck dans lequel j'ai essayé puis j'ai fait le template, pour moi, la Ashnod Altar était dans le Enabler. Elle était pas vraiment dans le ramp parce que je m'en sers pas tant pour du ramp, Ça plus pour que sacrifier. c'était en plein ça. C'était un Ça, sac outlet et c'était même un enhancer parce que c'était quelque chose qui me donnait encore plus de ce que je pouvais faire c'est dans le dans sac ton outlet. deck aristocrate. C'était exactement. OK. C'était dans Corvold, en fait. OK. Fait que, tu sais, ça accentuait le truc. Ce qui fait que, tu sais, oui, ça peut être effectivement un deck ça peut être essentiellement dans le ramp, quoique c'est, encore une fois, c'est un peu conditionnel, par exemple. Ouais, ben c'est ça. Ouais. C'est un permanent, mais peut-être que si t'as pas ce qu'il faut pour l'appuyer, il fonctionnera pas. Non, c'est ça. Alors que, tu sais, un talisman, tu le tapes, il va te donner la mana, puis il va toujours être présent, puis il n'y a pas tant de. C'est ça, il y en a certains qui ont des conditions avec ceux-là, là. Qui fait que, tu sais, ça peut être compté, mais l'avantage, c'est toujours d'en avoir au moins 10. Mais tu sais, quand tu es déjà rendu avec 10 ramps dans ton deck, je pense que ça s'en vient quand même bien. Parce que, en gros, de ce que je vois, si je descends, j'avais des petites. J'avais des statistiques par rapport à ça.
Ce qui était intéressant, c'est qu'il parlait dans la vidéo que si tu runs environ 10 ramps dans ton deck, tu as 50%, t'as 54% des chances d'en avoir un ou plus dans ta main de départ. Ce qui est un tantinet plus qu'au moins la moitié des fois, au niveau des pourcentages, tu risques d'avoir un RAM dans ta main. Ça montait à 63% au tour 2. Ce qui est quand même intéressant. Puis ça monte quand même de façon intéressante plus que t'en mets. Si t'en run 12, les statistiques montent à 60, si j'arrondis, à 61% d'en avoir minimum un et plus dans ta main de départ. Et même jusqu'à 70% au tour 2. Quand même. Hein? Fait que rendu à 70%, quand t'en run 12, t'as quand même une bonne chance statistiquement de pogner un tour 1 ou 2, déjà un RAM que tu vas pouvoir jouer au tour et aller un petit peu plus vite que les autres si les autres en ont pas tant. Ouais, puis tu sais, ça reste un classique de quand le gars qui start, puis qui tour 1, met un laine, tape le laine, met un Sol Ring. Déjà, il est en avance. Fait que c'est là où ça a l'air terrible. Là. Ou même le deuxième tour, mettre un talisman, t'es déjà rendu au troisième. Puis à ton prochain tour, tu vas être rendu à ton 4 mana. Peut-être mettre ton commander de 4 au troisième tour. Ouais, c'est ça. Un tour d'avance. Là. Dans deux de mes decks, là, j'ai 23 et 24 RAM. Oh. Wow. T'as le goût que ça aille vite. Dans Bello, j'en ai 10 qui sont synergiques au deck à côté. Fait en plus. En plus, j'en ai 13 qui ne le sont pas, qui me permettent de jouer Bello tour 2 et un enchantement ou un artefact qui coûte 4 tour 4 de façon régulière. Puis c'est ça que je veux. Et Roxanne, vu que Roxanne coûte cher et tout ce qu'il y a dans ce deck-là qui n'est pas du RAM coûte une fortune en mana, j'ai 24 RAM dans le deck de Roxanne. Tu as besoin d'en mettre beaucoup pour justement pallier au fait que ta mana curve est très haute. Oui, c'est ça. Ouais. Mais dans mon 6, j'en ai 11. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est ça. Ça, parenthèse aussi, ils ont fait un deuxième vidéo par rapport à cette vidéo-là qui était un peu, pas toutes les contradictions, mais ils expliquent un peu à chaque catégorie. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que ça fluctue. Tu peux en avoir tellement plus, tu peux en avoir un petit peu moins, tout dépendant c'est quoi que tu veux accélérer, sur quoi tu veux vraiment mettre l'emphase dans ton deck. C'est pas, tout n'est pas coulé dans le béton dans ce truc-là, puis il faut pas que ça soit. Non, c'est ça. C'est ça, c'est super important. C'est un canevas dans lequel c'est quand même important. Si tu vois qu'il y a vraiment de façon critique, si tu as juste 2 ramps, ben peut-être que effectivement tu peux faire en regardant mon deck, il sort jamais trop bien, qu'est-ce qui se passe? Tu fais l'analyse, tu fais ouais, j'en ai 2. Puis si tu en mets 24, ben tu sais, Matt, je sais très bien qu'il est capable de monter ses decks vraiment efficace. Il n'y a pas de misère, mais il y a peut-être des gens qui diraient College, puis je suis pas bien dans mon deck. Puis là, tu te rends compte, ben c'est ça, j'ai peut-être 3 card advantage, mais j'ai 24 RAM. C'est un peu débalancé peut-être. Puis là, ben, tu peux regarder. Dans un monde parfait, comme j'ai parlé dans Bello, sur mes 23, j'en ai 10 qui synergisent avec le deck. Oui. Ben, idéalement, vos RAM devraient le plus possible synergiser avec votre deck. Si vous avez un deck, c'est là où dans beaucoup de mes decks verts, je ne joue plus depuis longtemps Cultivate et Kodomos Reach. À part dans un deck Landfall, exemple, parce que généralement, les decks verts vont être beaucoup plus synergiques créatures. Donc, j'ai plus d'intérêt à jouer des Lanoir de ce monde. Des Manador, quoi. Effectivement. Pour aller chercher les autres avantages qui vont avec. Oui, vraiment. Des fois, tu peux avoir eux autres, ce qu'ils appelaient, c'est super intéressant, ils parlent de overlapping. Tu sais. Des fois, il y a plusieurs des cartes quand que les gens font les templates, ils vont pas juste rester dans une catégorie. Ils vont aller dans plusieurs. Puis c'est même conseillé. Si tu peux avoir une créature qui va ramper, c'est extraordinaire. Là, dans Citis, mes 11 ramps sont des enchantements. Et dans Citis, chaque enchantement se transforme en carte draw. Ben ça, c'est ça. C'est comme c'est le level encore un petit peu plus haut de ça, c'est de commencer à justement overlapper puis à faire OK, ben mon Mass Disruption va faire en sorte que je vais pouvoir enable le plan de mon deck, puis ça va faire en sorte que je pige des cartes quand il meurt, puis là la synergie est là, puis ça fait en sorte que c'est vraiment bien là. Fait qu'on a fait le tour du ramp? Oui, en fait, le ramp, ce que vous voulez, ce qu'on veut aller chercher avec le ramp, c'est évidemment accélérer le nombre de tours
le nombre de mana que vous avez disponible par tour. Sur le long terme, ce que ça va vous aider à faire, c'est de, récupérer plus rapidement après peut-être avoir subi quelques déceptions de suite. On parle de board wipe ici. Puis également de couvrir les taxes de votre commandeur tout au long de la partie. Parfois, dépendamment quel genre de commandeur vous jouez, ça se peut que si votre deck est très, très commandeur centrique, les gens s'acharnent peut-être un peu plus sur votre commandeur. En rampant de façon efficace et de façon régulière, ben, vous devriez peut-être pas, vous ne devriez pas passer 4 tours sans être en mesure de caster votre commandeur. C'est ça. Et il y a une fameuse. Vas-y. Ouais, okay. J'allais dire, Vas-y. Il y a un petit lag. Non, mais j'allais dire, ça fait penser à ça. Là, il y a une fameuse carte que tout le monde, souvent, des fois, se trompe, là, mais, ou vont mettre là. Mais pourquoi un Lentax n'est pas une carte de ramp? Parce que beaucoup de gens le mettent dans une carte de ramp. Ça ne te permet pas de jouer plus de land. Ça te permet d'assurer ton land drop, ça te permet de tiner ton deck, mais ça ne te permet pas de mettre une land de plus. Et même au pire, appeler aussi, une espèce de parenthèse, le fixing aussi des lands et des couleurs de land. Ça peut fixer la couleur, mais ça ne fera jamais du ramp. Fait qu'il ne faut pas la mettre là-dedans. Le ramp aussi va servir au prochain point. Parce que normalement, le prochain point, c'est bien card advantage. C'est bel et bien ça. Plus tu vas avoir rampé en début de partie, plus tu vas être en mesure de pouvoir jouer tes cartes que tu vas piger. Mm-hmm. Et voilà. Moi, c'est toujours une espèce de début de partie, on installe notre plan de match. Donc, on commence, on bâtit, on essaie de développer notre ramp pour être en mesure de, après ça, dans le milieu de partie, préparer notre game, notre story, puis on finit avec la win-con. C'est introduction, développement, conclusion. Ton ramp est au début, après ça, tu veux piger, après ça, tu veux finir la game. Ouais, tu veux avoir plus de pouvoir et plus de choses que tes adversaires, puis aller un petit peu plus vite. Là. Alright, on passe à Card Advantage? Oui, le fameux Card Advantage, qui était apparemment appelé... c'était appelé du Card Draw, mais se rendu compte que, tu sais, du Card Advantage, avoir l'avantage de des cartes, par définition, c'est vraiment plus que ça. D'un, c'est comme Matt dit, symboliquement, c'est pouvoir avoir l'avantage et la possibilité de pouvoir jouer plus de cartes que les autres. Mais c'est aussi, c'est quand même important de comprendre aussi que c'est lorsque tu joues une carte ou quand tu fais quelque chose, c'est d'avoir plus de cartes que lorsque tu as joué cette carte-là. C'est de finir avec plus de cartes dans tes mains, plus de possibilités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent avec le fait que c'est simplement écrit « draw » sur une carte. Ça ne veut pas dire que c'est un avantage. Parce que tu peux simplement des fois juste avoir ce qu'on appelle du card selection, ce qui est vraiment super différent, tu sais. Mais d'ailleurs, je pense que c'était dans un des trucs que je vous avais demandé, qui étaient les mécaniques un peu mal catégorisées, que les gens pensent que c'est du card advantage. Ben, tu sais, que c'est du card draw. C'est une certaine forme d'avantage, mais c'est pas vraiment du card draw. J'imagine, savez-vous un peu? Je sais qu'il y en a 4 pour vous donner un bon indice. Looting, Rummaging, tu finis souvent avec le même nombre de cartes. Exactement. Comme, mettons, Fateless Looting ou Ponder, qui sont quand même les mêmes choses que ça. Là. Looting, Rummaging, généralement, tu finis ça avec un nombre de cartes even. Jouer une carte pour piger une carte. Ouais, les cantrips, exactement. Les cantrips, là. Ouais. C'est pas du card advantage. Non, c'est ça. Il y a aussi le cycling, en fait. C'est vrai, oui. Qui est souvent de faire un truc, un effet plus un draw, qui fait qu'effectivement, ça va faire plus ce qu'on appelle du card selection, qui est super bon, en fait. Là. Tu fais juste changer, puis aller chercher, puis améliorer la sélection des cartes que tu vas avoir dans les mains. Puis d'ailleurs, pour les auditeurs et les auditrices, là, juste pour qu'ils puissent le savoir, le looting, c'est quand tu piges une carte et que tu discardes automatiquement, ben pas automatiquement, mais aussitôt après. Et le rummaging, c'est la même chose, mais c'est un avant l'autre. Tu discardes en premier, puis après tu draw.
Merci. Puis ce qu'on appelle des cantrips, c'est vraiment souvent un spell qui dit faites 2 points de dommage à toutes les créatures, puis à la fin c'est écrit draw a card. Fait que finalement tu joues une carte et tu draw. On appelle ça souvent des spells qui se remplacent parce que tu joues une Ouais. carte qui se remplace elle-même. Et voilà. Que tu tombes pas négatif dans ta main. Tu avais 5 cartes, t'en joues une, t'en repiges une, tu continues à 5 cartes. Ouais. Puis comme disait Sylvain aussi, c'est ça, dans aussi les card selection, il y a aussi le scry en fait, qui fait que tu vas pouvoir surveiller et tout ça. Tu sais, quand on pense au Sensei Divining Top, c'est une bonne card selection. Limdul's Vault qui est quand même un petit peu plus vieux, le Scroll Rack qui est littéralement juste du card selection. Oui. Ce qui fait que tu te retrouves jamais avec plus de cartes, mais tu vas peut-être te retrouver avec des meilleures cartes. Cela dit, c'est un peu, c'est ça, de façon théorique, c'est comme ils le mettent pas dans le card advantage. Ça reste quand même un avantage. Mais dans ce que nous, on veut parler dans le card advantage, c'est vraiment du draw. Tu veux avoir plus de cartes. Et dans les draws, t'as différents types de draw en fait. Tu as le repeatable card draw, t'as le burst draw, t'as le impulsive, et t'as aussi le top of your library, qui sont vraiment... Puis après ça, il va y avoir un autre qu'on appelle aussi conditional card draw. Et restrictive card draw. Il y en a beaucoup, mais tu sais, c'est assez simple. Repeatable, en fait, quand on pense, mettons, au fameux Phyrexian Arena, c'est quelque chose qui se répète à tous les jours, à toutes les tours, en fait. Tous les jours, Phyrexian Arena. Piger tous les jours, c'est winner. Oui, monsieur. Consecrated Sphinx, Immortal Sun, c'est des cartes qui te font piger à tous les jours. Puis après ça, ben, t'as les bursts. Toutes les spells, en fait. Tantôt, on parlait justement, moi et Matt, avant qu'on enregistre, on parlait de Night Whisper, le Mold Drifter dans le bleu, la créature, un Treasure Cruise, des spells qui vont te faire piger quand même plusieurs cartes, qui fait que tu joues une carte, tu as 7 cartes en main, tu joues une carte, tu tombes à 6, mais t'en fais piger 2 ou 3, ce qui fait que tu te retrouves à plus 8 ou 9 cartes. Les Impulsive, c'est des cartes qu'on retrouve de plus en plus, qui ont commencé à... Puis, somme toute, beaucoup dans le rouge, les cartes qui font que tu les exiles et que tu peux les jouer jusqu'à la fin du tour. Il y a souvent, par exemple, il faut faire attention, parce que tu as la mention sur certaines castes, des fois play, ce qui fait que tu vas pouvoir jouer peut-être juste des lands, avec des lands ou pas de lands. Puis il y a des at the end of your turn ou at the end of your next turn. Qui fait que, bon, toutes ces cartes sont quand même de l'impulsive, mais qui n'ont pas toute la même importance. Puis au final, c'est des cartes comme Bolas Citadel, Future Shite ou Experimental Frenzy qui font que tu peux jouer avec le dessus de ta librairie. C'est une forme de card draw ou de card advantage parce que tu t'en retrouves avec une carte de plus dans tes mains que toutes les autres. Même si c'est pas dans tes mains, techniquement, elle est un peu dans tes mains. Fait que... Dans certains cas, c'est 1, 2, 3 parce que tu peux peut-être chaîner 3 cartes dessus de ta librairie. Exemple, avec Mystic Forge, si tu as 3 artefacts que tu es capable de jouer, ben, tu joues de ta librairie. Ouais, vraiment, là. Il y a aussi, c'est ça, il y a aussi le petit, Colin, j'ai un petit blanc de mémoire. Ben, c'est un peu plus dans le restrictive, mais le Curse of Crufix. Oui, qui permet de jouer les lands. Ouais. L'autre truc qui permet de jouer des créatures dans Lord of the Rings. Ouais, c'est ça, on appelle ça du card draw, mais c'est un peu plus restrictif parce que techniquement, c'est comme si c'est un land, tu vas pouvoir le faire. Si c'est pas un land, ben, tu peux comme pas. Fait que techniquement, tu te retrouves au même truc que les autres. Mais ça reste quand même un card advantage qui est vraiment pas négligeable. Dans les conditionnels, écoute, le plus connu des connus va être un Rhystic Study. Je veux dire, tu vas avoir du méchant gros card advantage, mais c'est à condition. Étonnamment, hier, là, j'ai joué un Rhystic Study et ça a été le pire Rhystic Study que j'ai jamais vu parce que les gars ont toujours payé. Là. C'était devrait toujours arriver. Oui, effectivement, j'étais fier d'eux autres, mais en même temps, ça a été vraiment... ça n'a pas été un card draw, ça n'a pas été un card advantage, pas en tout, parce que les gars, ils payaient le 1 tout le temps, ou pratiquement. J'ai quand même pigé une couple de fois, mais ça n'a pas été une win-con comme ça a pu l'être, parce que c'est ça, c'est quand même conditionnel. Autant que les enchantresses sont des conditions que, tu sais, normalement, les conditions sont... Ils sont là, tu sais, tu vas en jouer des enchantements, mais si t'en as pas, si tu tombes, mettons, écoute, tu tombes sur toutes tes créatures, puis tes créatures sont pas des enchantements, puis tu fais comme, j'ai plein d'enchantresses qui fait que, ben si je joue un enchantement, je vais piger, mais, Colin, j'en ai pas dans les mains, fait que
J'en pige pas tant que ça. Des fois, ça arrive, mais bon. Ben, c'est là qu'il faut, dans le deck building, que tu construises en conséquence. Je vais revenir à mon deck 6. J'ai 6 draps dans le deck 6. Mon commander en fait partie. Fait que j'ai accès de façon régulière. Mais j'ai 54 enchantements dans le deck. Ces 54 enchantements-là, c'est potentiellement tous du carton. Oui, puis d'ailleurs, ça va rentrer dans le payoff, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Qu'on va parler probablement dans l'autre podcast, qui sont dans le Plan Cards, qui font que quand ton plan est mis en jeu, quand tu vas mettre des enchantements, c'est des payoffs. Tu sais, t'as plein de loot, t'as plein de petits bonus très intéressants qui vont faire que ça va faire en sorte que ton deck va fonctionner, tu sais. C'est ça. Quand tu vas avec du card draw qui est sélectif, exemple, il faut que tu t'assures qu'il y a une synergie suffisante avec ton deck pour que ça fonctionne. Tu ne mettras pas un Guardian Project dans un Spell Slinger deck. Parce que Guardian Project va te faire piger une carte quand tu as une créature qui arrive sur le jeu qui n'a pas le même nom qu'une autre créature. Bon, de ton graveyard ou sur Battlefield, là, / carte commander. Mais si tu joues à peu près que des instants aux sorceries et que tu as 10 créatures dans le deck, c'est 0 synergique. Ben non, effectivement, c'est pas efficace du tout. J'ai une question pour vous autres. Yes. Est-ce que vous considéreriez l'Entax comme du card advantage? Si tu peux jouer plus qu'une land partout. Techniquement, c'est du card advantage parce que tu te retrouves avec plus de cartes dans tes mains. Mais tu peux rien faire. Non, mais tu as quand même un avantage. Parce que tu as plus de cartes, tu vas avoir plus de land. Tu as l'avantage d'avoir plus de land que n'importe qui. Fait que tu vas t'assurer de pouvoir avoir toujours ton land drop. Toujours, parce que tu as un index. Ben, pas toujours, mais quand même. Ben, peu importe. Quand tu piges de façon régulière, en théorie, tu es supposé toujours pogner ton land drop aussi. Ouais, mais je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est par rapport à la définition, qui est le fait d'avoir plus de cartes qu'avant cette action-là. Oui, le Lentax. Oui, c'est ça. C'est pas du card draw. Mais non, ça c'est reste pas du card. card draw. Tu vas avoir un avantage d'avoir plus de cartes. Donc, plus d'options. De pouvoir mettre le land, jouer des choses comme ça. Fait que c'est ça. Comme ça fait du sens. Ça a été. Ben c'est ça, ils en parlaient puis je trouvais ça super intéressant. Ils considéraient, eux, un land tax comme du card advantage et non pas du ramp. Parce qu'effectivement, comme on en parlait, t'en mets pas plus. Mais ça va, tu sais, on le sait, même, je pense que dans les decks CDH, ils servent beaucoup de ça pour filtrer leur deck d'ailleurs aussi. Ils vont, toutes les fois qu'ils peuvent aller chercher 3 lanes, ils vont aller les chercher 3 lanes même s'ils n'ont pas besoin. Ils vont les mettre dans le grave s'il faut. Mais bon, pour le petit pourcentage que ça va faire, ça enlève le pourcentage de chance que tu vas peut-être pogner un land au prochain tour et tu vas pogner peut-être plus une carte que tu as besoin parce que tu vas avoir moins de land dans ton deck. Parce que 3 lands par tour, à l'origine, avec l'Antax, c'était calculé, c'était bon dans un deck de 60, tu te dessiner ton deck à 3 lands de la shot. Et on se rappelle, c'est des basic lands. De plus en plus, effectivement, il y a de moins en moins de basic d'un deck en plus, fait que l'Antax c'est peut-être de moins en moins bon. Mais c'est ça. Ça, on va en parler un petit peu plus tard aussi. Enlever 3 lands par tour d'un deck de 64 versus enlever 3 lands par tour d'un deck de 100, la différence est immense. Ah oui, vraiment. Là, je sais que les personnes qui vont jouer probablement CDH, ils vont dire comme ah non, c'est important, mais je te dirais que pour les pourcentages, pour les avoir déjà vus un peu. Pas beaucoup de basic. Non, c'est ça. Puis pour les avoir vus, là, c'est très. C'est pas grand-chose. Ça fait pas une grosse. Ça fait pas une grosse. Ils n'ont pas une grosse marge de manœuvre, c'est pas un gros pourcentage qui fait qu'à chaque fois, là, tu vas en enlever, puis c'est ah mon Dieu. C'est pas ça qui va te faire gagner en tant que tel. Mais ouais, ça reste quand même peut-être une forme de card advantage. Un autre sorte de card advantage qu'on a moins un peu parlé, mais tu sais, c'est juste puis pour essayer de faire comprendre aux gens qui écoutent que ça peut être un Herald's Horn dans un deck typal, peut être un bon card advantage parce que ça va te faire piger une carte de plus. Au niveau restrictif, le Muxus Goblin Granby, c'est un card advantage parce que tu les drops pas, mais tu vas les mettre en jeu en tant que tel. Ça va être 5 ou 6 ou 3 gobelins que tu vas avoir mis de plus. Donc, ils considèrent ça un peu comme, même si c'est pas du draw
un peu étirer ça comme du draw. C'est ça. C'est quand même drôle quand ils expliquaient leurs choses, à quel point, des fois, les définitions sont très élastiques. Il faut vraiment que faut que tu y ailles de façon philosophique. Faut que tu essaies de comprendre un peu entre les lignes qu'est-ce que ça peut être le card advantage, de pouvoir en avoir plus sur le jeu, etc. Mais... Dans le cas de Muxus, bien placé avec ton Goblin recruteur, c'est que tu vas mettre tes 6 gobelins que tu veux. Avec le recruteur, tu vas jouer Muxus, puis là, tu vas développer ton board de façon ultra rapide. Faut que tu vois peut-être comme s'il passait dans tes mains avant de les mettre sur le battlefield, mais tu les mets sur le battlefield direct. Fait que oui, c'est une forme de contrôle. Ouais, exactement. C'est ça. Et finalement, on fait juste sauter une étape. Là. C'est drôle que tu dises ça parce que je l'ai fait hier. Exactement ça. Puis j'étais très fâché parce qu'on m'a counterspell mon Muxus. Avec raison, là. Je veux dire, c'était. Tu sais, je connais mon deck de Goblin depuis des années, fait que je veux dire, il était bien placé et j'allais vraiment. Ça a fini de façon très étrange, ce deck-là. J'ai battu un de mes records personnels. Il restait moi et un gars qui jouait un Joyra et il a mis un Glacial Chasm qui fait que je pouvais pas l'attaquer. Il essayait de trouver une réponse à mon Krenko Mock Boss et je me suis rendu que je quadruplais mes gobelins puis on a attendu longtemps et je me suis rendu à 5000 gobelins sur le jeu. Nice! Aïe, aïe! C'était hallucinant. Puis il essayait de trouver des réponses, puis à un moment donné, il n'a pas réussi. Puis tu sais, il s'est rendu jusqu'à 12 points de dommage, je pense, à cause de son glacial, puis il trouvait pas de réponse. Il a essayé de faire un cyclonic riff, et j'ai fait un raid Elemental Blast sur son cyclonic. Il s'attendait pas à ça. C'était épique, là, c'était épique. Nice. Mais oui, c'est ça. J'ai fait un Muxus. Il joue glacial dans un deck qui n'est pas un Landfall ou Graveyard Land deck. Ouais, il joue ça dans son Joyra. Ah ouais. Parce que moi, la seule place où je joue glacial, c'est dans Omnap parce que je le paye pas, je le sacrifie, je le rejoue de mon Graveyard à chaque tour. Ah ben oui, c'est bien vu, ben. Je pense qu'il fait ça pour souvent aller chercher son win-con. En fait, à un moment donné, si t'es pas capable de le tuer avec des points de dommage, puis j'ai eu bien la misère parce que j'avais pas de life loss, moi. C'était que des points de dommage, que je pouvais pas le tuer. À un moment donné, il essaie de trouver son win-con et il met des artefacts, puis il met des artefacts. À un moment donné, il va trouver son espèce de petit loop que tu peux pas le tuer. Fait que je pense que c'est comme un moyen pour lui d'avoir un enabler, de faire OK, ça va me permettre de pouvoir me protéger. Une autre raison en attendant de pouvoir. À part moi, c'est ça. Il aurait fallu que j'aille peut-être du Land Destruction, mais je pense que j'en ai pas dans mon deck de Goblin. C'est peut-être quelque chose à justement Ouais, c'est quelque chose à prendre en note. Puis Dieu sait que dans le rouge, il y en a du Destruction. Tout du target Land Destruction. Ben j'aurais pu mettre Blood Moon, en fait, je l'ai là-dedans, mais je l'ai pas pogné là. Ben oui, dans tout deck de Goblin, il doit avoir un Blood Moon. Tout deck qui se respecte. Fait que, bref, 5000 Goblins en jeu, c'était épique. Ça pour dire qu'effectivement, un Moxus fait en sorte que ça peut être un card advantage. Parce que si j'avais eu ça en jeu, j'avais mis les 5 qui allaient faire en sorte que je partais en vrai et je les tuais facilement les deux. Là, puis c'était fini après ça. On a-tu fait le tour avec le card advantage? Oh, non, non, ok, continue. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de piger des cartes. Ah, ça, c'est sûr. Dans Magic. Comme j'ai dit souvent, ce qu'on utilise pour jouer au jeu, c'est des cartes. Ce qui fait que c'est la chose la plus forte dans le jeu, c'est une carte. Plus tu en as, plus tu es confortable, plus, on va dire, puissant. C'est comme si tu avais plus d'argent possible. Tu vas avoir plus de réponses, tu vas avoir plus d'interactions, tu vas avoir plus de tout. Ça peut changer ta game aussi. Ça peut faire la différence entre une soirée où tu es à moitié vaché sur le board ou que tu top deck puis que tu top deck une nan, ta drop puis tu attends que les autres aient du plaisir pendant à peu près 10 à 15 minutes chacun des tours. Puis ça revient à toi, tu regardes la top 4, tu n'es pas satisfait, tu es pogné à rien faire. Alors que si tu piges de façon régulière, tu as une belle main pleine, tu vas avoir de l'interaction. Même si tu ne gagnes pas la partie, au moins tu vas avoir fait quelque chose. Effectivement. Fait on parlait de Night Whisper tantôt, c'est une carte qui peut paraître non pour plusieurs personnes. Un colorless, un noir, sorcerie, pige 2 cartes par 2 points de vie. Mais si tu n'aurais rien fait ce tour-ci, au moins ça te permet d'avoir 2 nouvelles cartes qui vont peut-être t'amener à faire de quoi. Une autre carte que j'ai vu beaucoup de gens faire ça coûte trop cher de mana, Kindred Discovery.
3 bleus enchantement. Quand il rentre sur le battlefield, tu choisis un type de créature. Quand une créature du type choisi entre sur le contrôle ou attaque, tu piges une carte. Ça, vous le savez, je prône tout ce qui va agir dès que ça arrive sur le battlefield. Dans le cas de Candid Discovery, tu investis 5 mana. Tu n'es peut-être pas capable de caster une créature ou d'en faire rentrer une ce tour-ci, mais si tu es en mesure d'attaquer avec 3 créatures, tu vas piger 3 cartes. Ah ouais, non, c'est pas dommage, c'est attaque. Ouais, c'est ça. Non, Kindred, là, s'il y a quelque chose qui peut te faire piger dans un typal, tribal deck. Solide. Oui, effectivement, oui. Fait j'avais déjà préparé. Je voulais faire une espèce de vidéo joke sur NTGQ, puis je ne l'ai jamais faite. C'était mes 5 trucs pour avoir une meilleure game de Magic. Tu sais, on se moquait de certains titres en trouvant le titre tantôt avant de commencer l'enregistrement. Puis je voulais faire, tu sais, voici mes 5 trucs pour améliorer son deck commander. Puis je l'ai pris devant moi. Pige pour pas manquer ton land drop. Pige pour avoir des réponses. Pige pour faire progresser ton board. Pige pour pogner ta wincon. Puis pige pour pas passer à la game à rien faire. Ouais. T'es pas game d'en faire match. Je te mets au défi. Vous allez peut-être l'avoir passé. Fait que c'est ça. Fait évidemment, dans certains decks, ça peut sembler plus complexe, piger. Je suis content qu'il ait changé la nomenclature de draw pour Card Advantage parce qu'il y a plusieurs personnes. Moi, ça fait longtemps que je joue Mystic Forge comme étant du draw. C'est une carte qui permet de jouer tes artefacts du top de ta librairie. Non, mais c'est pas du draw, tu piges pas. Mais non, c'est encore mieux. Je joue du top de ma librairie. La carte est en sécurité dessus de ma librairie, elle n'est pas dans mes mains. Effectivement. Vraiment. Ça, puis justement, l'impulse draw, comme tu parlais tantôt avec l'exil, c'est une façon justement de générer du card advantage, de voir plus de cartes, puis d'interagir plus avec ton board et avec le board de tes opponents. Selon moi, piger, c'est ce qu'il y a de plus important dans le jeu. Vraiment. 100% d'accord. Ouais. 100% d'accord. Quand ils ont fait la vidéo, ils touchaient exactement au point que je pense qu'il n'y a pas une meilleure façon de le dire, puis ils l'ont dit de façon pareille. Je veux dire, Josh Lee Kwai, qui est bon, un peu le fondateur, ben, c'est pas un peu, il est le fondateur de Command Zone. Il dit, pour lui, puis c'est drôle, c'est son template et c'est sa catégorie préférée parce qu'il est reconnu pour être quelqu'un qui pige beaucoup. Il dit, moi, là, tu sais, puis d'ailleurs, tant qu'à moi dans le template, il aurait peut-être dû en mettre un peu plus parce que c'est ça qui est le plus important que toutes les autres. C'est cette catégorie-là qui va faire en sorte que tu vas pouvoir aller chercher ton Target Disruption, ton Mass Disruption, puis, tu sais, il expliquait, il dit, si vous voyez quand on joue nos games, puis vous regardez nos vidéos, là, regardez à quel point je joue à peu près le 3/4 dans mon deck tellement que je pige. Puis c'est vrai, il dit, tu sais, moi, ça donne quoi d'avoir du ramp ou d'avoir du mass si tu vas peut-être à chaque game voir 20-22% de ton deck? Tu toucheras pas à toutes ces belles cartes-là que tu trouves super intéressantes. Si tu trouves du pige, tu sais, si tu as du draw advantage, tu vas creuser à travers ton deck et tu vas pouvoir aller jouer plus le potentiel de toutes les cartes que tu vas mettre dedans si tu peux les piger. Si tu les piges pas, ça donne. Tu peux bien avoir les meilleures cartes du monde, mais tu verras pas beaucoup du pourcentage de ton deck à chaque game. Ce qui fait que tu vas avoir pas vraiment. Tu vas avoir moins d'efficacité. Tu auras moins de balance dans le fait que tu vas jouer le plus le potentiel de ce deck-là, puis voir quasiment le plus au complet, puis d'aller chercher des réponses à qu'est-ce qui va se passer. Oh, t'es en train de mener la game, mais là, les gens ils commencent à être un peu sur toi, ben trouve des réponses pour essayer de contrôler ça. Si tu piges pas, à un moment donné, tu vas manquer de gaz, puis tu vas perdre ton avance, puis les autres vont t'avoir, tu sais. Fait que oui, le card draw, c'est vraiment la clé, puis c'est la clé de la Magic, c'est sûr, là, mais c'est super important d'avoir ça, là. C'est bien dit, Matt. Tu sais, bon, je suis d'accord. Plus une carte qui fait piger est bonne et versatile, plus financièrement elle va être dispendieuse. Je pense à One Ring, entre autres. On peut toutes les nommer, là. Mais il reste tout le temps des alternatives plus budget que vous pouvez creuser, que vous pouvez trouver, qui vont peut-être, dans certains cas, qui vont mieux synergiser. Dans mon deck de 6, je n'ai pas de One Ring, ça ne synergise pas, puis je pige en masse. Ouais, c'est ça, exact. Puis, c'est quoi, 12 qu'ils ont mis? 12, là, 12, c'est le
au minimum, selon Ouais. moi. Vaut mieux enlever, comme tu disais, encore là, avant qu'on enregistre, Robert, pendant qu'il y avait juste moi et toi, Ouais. vaut peut-être mieux enlever un zombie pour mettre un Night Whisper. Vaut peut-être mieux enlever une carte qui fait rien comme telle ou qui synergise peut-être moins. S'il y a de quoi qui a le droit de ne pas synergiser avec ton deck, c'est ton drap. Effectivement. Encore là, comme j'ai dit, mets pas un Guardian Project si tu as 10 créatures, mais mets une carte qui va te faire piger Impulse Draw peut-être, même si elle ne synergise pas avec d'autres choses. Même si elle n'est pas sexy, tu sais, tu n'auras Ouais, c'est pas ça. un triple damage, tu n'auras pas une grosse 8-8 qui font peur, mais avec peut-être un truc qui te fait piger 2 cartes qui est moins sexy puis qui vaut 30 sous, ben tu vas peut-être pouvoir toucher à davantage de cartes. Là. Hey, C'est... un deck vert, des créatures, tu comptes attaquer avec, tu dois mettre Toski. Il n'y a pas de raison de pas. C'est du card draw. Tu n'as peut-être pas les moyens de te payer un Great Edge. Tu n'as pas le même moyen de te payer un Toski. Ouais, effectivement. Oui, Puis je sais pas si tu te rappelles, Matt, tu sais, souvent quand on faisait les podcasts sur les sorties de set, puis qu'on parlait de Commander à privilégier pour ceux qui commençaient, on avait souvent tendance à choisir des Commanders qui avaient du drap dessus. Ben oui, puis je regarde mes 4 decks qui me restent, là, officiellement, là, les 4 decks qui sont up-to-date et que je joue de façon régulière. Il y en a 2 qui ont une forme de drap dessus. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est un avantage. Quand tu l'as direct sur ton Commander, c'est quelque chose que tu as souvent ou longtemps sur la table, puis que même si quelqu'un te le remove, tu peux le remettre. Fait que donc, tu as toujours minimum une carte qui va te faire piger quand tu as du draw sur Pour ton Commander. quelqu'un qui commence, peu d'expérience ou bâtit dans ses premiers decks, je peux comprendre, là, tu vois un Commander pull-up qui fait de quoi que est super étrange. Là, je vais essayer d'en trouver un vite. Là. Ça peut te parler, là, ça peut. Excusez, je vais essayer d'en trouver un vite. Pendant que tu cherches, moi, je vais quand même aussi. Je vais en venir avec aussi une autre chose. Par le passé, il y avait quand même des couleurs qui étaient défavorisées. Puis ça, puis Magic, Wizards of the Coast ont vraiment changé ça. Là. Maintenant, dans le blanc, tu peux plus dire qu'il n'y a plus de card draw parce qu'ils en ont fait quand même des tonnes. Là, qui ont quand même. Des fois, sont conditionnels. Ils ont sensiblement pas la même facilité que d'autres couleurs pourraient avoir. Je veux dire, ils ont chacun. On s'entend, bleu a plus d'avantages de draw, le ram, c'est plus le vert, patati patata. Ça reste quand même que maintenant, l'impulse draw dans le rouge, tu sais, toute ta forme de draw, on n'aurait jamais pu dire il y a quelques années, hey, il y a du draw dans le rouge, tu sais. Ça aurait fait, non. Maintenant, du impulse draw dans le rouge, tu peux avoir un card advantage en masse. Dans le blanc aussi, d'une autre forme. Il y a quand même lieu à pouvoir aller chercher quand même, c'est ça. Une certaine forme de card advantage dans toutes les couleurs. Ils sont peut-être pas pareils, mais ça reste que il y a vraiment une manière de pouvoir aller chercher ça. Là. Oui, ils ont essayé d'équilibrer un peu plus justement ces trucs-là pour essayer que le rouge ne tire pas trop de la patte. Le rouge, c'est du impulse draw. Le blanc, ça va souvent dépendre de tes opponents. Le bleu, il n'est plus aussi free qu'avant. Le vert, c'est tout le temps en lien avec des créatures, mais tu peux piger en masse. En vert, c'est. Je pense que vert, selon moi, pige trop par rapport à ce que la couleur doit être. Ouais. Je pense que c'est trop facile de piger en vert. Effectivement. Je voulais dire un autre truc en plus, là, mais je m'en souviens plus. Est-ce que tu as trouvé ton commander? Ouais, on peut prendre n'importe quel, mais mon exemple est so-so. Mais j'essaie de trouver vraiment un commander étrange que le monde pourrait aimer, un personnage que les gens peuvent aimer, mais que le commander. Parce que c'est pas tout. C'est pas parce que c'est une legendary créature que c'est nécessairement un bon commander. Ah, ça c'est sûr. Fait que ça, je vais faire attention. Puis, chose que j'ai remarqué, surtout avec les reveals de Final Fantasy, les Commander Decks qui ont sorti, je ne sais pas si c'est une tangente qu'on va voir à long terme, mais si ils ont toute une forme de card advantage. Les 5 commandeurs qui ont été révélés, bien ça, 4 ont toute une forme de card advantage en lien avec une autre de leurs habilités. Dans Command Zone. Fait que ça, je trouve ça cool comme design, surtout pour les joueurs qui débutent ou qui vont se lancer.
dans le format. Effectivement. J'encourage vraiment, si vous commencez, gardez un commandeur qui a une forme de pige quelconque. Ouais. Ça va changer. Écoute, je vais en donner un exemple. Si tu nous écoutes, je m'excuse, mais c'est fait un gros deck d'Eldrazi. Puis, on s'entend, il y a certains decks que tu n'as pas le choix d'investir un peu plus budgétairement si tu veux que ça fonctionne. Ben, c'est ça. Du draw, il n'y en a pas. Fait que du ramp, il n'y en a pas des tonnes non plus parce que c'est colorless. On le sait tous que quand il joue son commander, si tu l'enlèves tout de suite, il ne joue pas avant minimum 3 tours après. Ouais, ça va être plus difficile. Tu sais, choisis pas un Eldrazi ou un gros sliver 5 couleurs pour commencer. Commence avec quelque chose qui va te permettre de jouer ton deck et de pas genre passer le tour d'après parce que tu joues 5 couleurs puis tu n'as pas de drap parce que le bon drap peut-être dans un deck de sliver coûterait plus cher que ce que tu veux mettre. Effectivement. Fait que, donc, piger des cartes, maximiser la draw, idéalement, évidemment, en synergisant avec votre plan de match, avec votre deck. Si vous avez un deck, on a beaucoup de créatures, on attaque, on a du vert, il y a un paquet de stock qui va vous faire piger en vert. En lien avec des créatures, Beast Whisperer est un excellent exemple. D'autres cartes qui coûtent en pas noir cher. aussi, tu sais, dans le noir, comme on en parlait, il y a beaucoup de sorts qui te font. Souvent, ils te font perdre des vies, mais ils te font piger à la tonne. Ça, ou quand une créature meurt, tu piges, puis en noir, ben, on le sait qu'on peut non. enlever beaucoup de créatures. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas mettre du card draw. Non, c'est ça. Puis, comme Robert a dit tantôt, même si c'est pas sexy, là, ça peut faire la différence entre une game plate et une game. Peu importe, on perd dans les deux cas, mais une, on top deck pendant 45 minutes et l'autre, on joue, on a de l'interaction, on a du plaisir pendant 45 minutes. Ouais. Ta belle 8-8 que tu trouves bien cute, mais qui fait rien d'autre. Il faut que tu attendes un tour avant qu'elle arrive et qu'elle fasse de quoi. Là. Check donc le changer.code. Effectivement. Donc, on a-tu fait un tour avec ça? Oui. Oui? Good. On peut passer. m'entendre parler de carte draw. Non, pas du tout. Je vais juste m'assurer qu'on avait fait le tour. On peut passer à la prochaine catégorie qui est le Target Disruption. Ouais, ils ont changé la formule qui était auparavant du plain and simple removal. C'était vraiment juste des trucs qui removaient X, Y, Z des permanents sur le board. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'ils fassent ça parce que tu peux avoir de façon plus large des disruptions qui vont. Quelque chose qui va déranger, quelque chose qui va brasser, qui va faire en sorte que ça va changer l'allure de la game au niveau du target, qui va être aussi efficace que si tu le removes. Puis, de façon assez simple, si on parle de quelque chose qui tape, bounce, phase out, remove, du control, du goad, du destroy, c'est toutes des target disruption qu'on peut considérer comme quelque chose qui va être sous forme de removal. Tu veux pas, si tu fais out, ben tu removes. C'est peut-être pas from the game, c'est peut-être temporaire, mais ça reste que ça disrupt la game. Ça va déranger le plan de la personne. Fait qu'il considère que pour un bon deck, en général, ce serait bon d'avoir environ 12 target disruption dans son deck qui va faire en sorte que ça va changer ça. C'est là que le prof il met 0 à toutes mes copies dans mes decks. C'est là que le bas blesse, comme on dit. Ouais. Parce que dans mes questions, c'était combien vous jouez en moyenne dans vos decks de Target Disruption et pourquoi? Oui, on en a parlé, moi puis Robert, cette semaine, Matt. J'avais amené une nouvelle philosophie de game quand j'ai commencé à jouer où est-ce que. Je pense que j'en avais déjà parlé avec toi, Matt. Où est-ce que je laissais les autres de la table s'occuper de remover ce qui était trop dérangeant. Puis moi, ce que ça me permettait, c'est que ça me permettait, à la place de mettre du removal, de mettre plus de cartes de mon game plan. Sauf que là, le problème, c'est que dans le playgroup, tout le monde joue comme ça.
Il n'y a plus personne qui remove rien. C'est hallucinant. Ben, Moi, ça me dérange. je suis pas loin de toi parce que moi, j'en ai moins que la moyenne. J'ai découvert que celui-là que je me retrouve avec le plus de removal en faisant l'exercice, c'est celui-là que je pensais que j'en avais le moins. Mais encore là, parce que j'ai 5 removals synergiques sur 12. OK, c'est ça, son synergique. C'est ça, j'en ai 5 sur 12 qui sont synergiques. C'est probablement dans le deck anyway. Ouais, c'est ça. 12, c'est mon plus gros removal. Mais ma philosophie, c'est on est là pour jouer vos cartes. On est là pour s'amuser. Parce que, on s'entend, moi, je suis plus dans le casual bracket 2-3 et non pas 4-5. Je veux les autres, je veux que mes opponents puissent profiter de leurs cartes. Mon removal est généralement programmé, planifié, ou je joue mon removal en fonction d'empêcher quelqu'un de gagner ou d'empêcher quelqu'un de me tuer. Ça peut être aussi dans l'objectif de gagner? Tu sais, exemple, si tu removes cette carte-là, là, ça te permet de gagner. Oui, c'est ça. Oui, Ah, c'est ça. c'est ça. Soit je gagne, soit je meurs pas, soit tu gagnes pas. OK, ouais, c'est ça. Fait c'est pour ça peut-être, et puis moyenne c'est 8. Là. 8 removal, target removal, puis masse c'est encore moins parce que j'ai ça, resetter des games. Fait que ça, je pense que c'est plus une philosophie de joueur. Encore là, plus tu piges, plus tu as de chance d'avoir le removal quand tu en as besoin. Fait que tu en as peut-être besoin de moins dans le deck. Si tu le joues intelligemment, si tu y as accès quand tu en as besoin. Ouais, c'est ça. Si tu piges plus, tu vas finir par Je le verrais pogner. aussi peut-être quelque chose dans une certaine forme de target disruption qui peut être aussi les plans de protection individuelle. Ça devient aussi une target disruption. Comme mettons un Tamiyo Safekeeping qui, pour un vert en instant, rend une de tes créatures X-Proof et indestructible. Ça va, d'une manière ou d'une autre, peut-être disrupt un certain plan. Oui. Si quelqu'un veut briser ton commandant, tu fais ça, tu disrupt en fait. Puis ça peut être une forme de target. Faut pas, c'est ça. L'affaire, c'est qu'il faut pas juste voir le target comme étant du removal. Puis de removal des choses des autres, mais des fois aussi peut-être protéger ces choses en tant que telles. Mais ça reste que je suis quand même du même avis que toi. C'est plus difficile des fois d'en avoir dans le deck. J'aime la façon qu'ils ont changé la terminologie parce que moi, avant ça, je voyais du monde. J'ai toujours rentré mes counterspells dans le removal. Oui, ben oui, exactement. Mais je connais beaucoup de gens qui. Non, c'est un counterspell, c'est pas un removal. Mais je t'enlève ta carte. Elle fait juste parler sur le battlefield, je te l'enlève pareil. Fait mais c'est ça. Puis c'est peut-être des phases ou des façons de jouer. À une certaine époque, je mettais énormément de target removal. Une certaine époque de joueurs dans mes decks, je mettais énormément de target removal pour m'assurer de contrôler ce qui se passait sur le bas. C'est facile à mettre, là. On s'entend, terror, ça coûte pas cher. Non, c'est quand tu joues dans le blanc, automatiquement, tu sais, souvent, là, t'as un Path to Exile, t'as un Sword to Plowshare, t'en as déjà deux là. Puis moi, généralement, c'est les. Peut-être celui-là qui va. Stroke of Midnight, celui-là que je peux péter une LAN en plus. Là, pour pouvoir péter une LAN au besoin. C'est pas mal mes 3. Mais regarde, dans 6 encore, j'ai 8 removals. J'en ai 7 qui sont des enchantements. Parce qu'ils synergisent avec le deck. Il y a ça aussi, il en parlait du overlapping, c'est super intéressant. Les autres, ils donnaient l'exemple du Ravenous Chupacabra, qui était une créature qui coûte 2 swim 2. Quand arrive en jeu, tu destroys une target créature. C'est super bon parce que non seulement tu viens de jouer un sort qui va être un chump block ou qui va peut-être synergiser avec le fait qu'il faut que tu es un aristocrate, tu veux le sacrifier pour faire autre chose. Tu viens en plus de faire en sorte de péter une des autres créatures à côté. Fait que, tu sais, il y a toujours moyen de pouvoir effectivement aller chercher le maximum d'intérêt puis de synergie, d'overlapping pour que ça soit bon, tu sais. Puis de pas juste avoir des sorts qui vont target. Ça reste que du target disruption. Malgré tout, tu sais, je dis ça, là, mais je suis vraiment un cordonnier mal chaussé parce que
pour avoir fait l'exercice, j'avoue que pour l'instant, je ne l'ai pas dit, mais pour les besoins du podcast, j'ai fait l'exercice avec 10 de mes decks. J'ai vraiment fait le template, j'ai appliqué ça sur 10 des miens. Puis ce que j'ai constaté, là, c'est que je suis toujours soit vraiment très, très, très bas ou à l'extrême vraiment beaucoup trop dans la plupart de toutes les templates. Puis je trouve ça super intéressant parce que c'est quelque chose que je vais essayer de corriger. Dans les target disruption, en moyenne, j'atteins vraiment, et de loin, j'atteins vraiment pas. Ou sinon, bon, ça reste que c'est très niché puis c'est très catégorisé. Mais dans 2 de mes decks, tu sais, dans Gearson Starn Kelemorph, qui est un pinger, en fait, tu sais. On s'entend qu'un pinger, ben, tous mes pingers, c'est un peu des target disruption. J'en ai 15. Mais j'ai 15 target disruption parce qu'avec mon commandant, ça synergise beaucoup. Ouais, Fait c'est que ça. souvent, Ouais. moi, je fais un point de dommage, mais à cause que je mets mon commandant Dead Touch, ça va synergiser et je vais là-dessus automatique. Puis c'est la même chose avec ce bon vieux Sakashima of a Thousand Face. J'ai un deck qui est un test où je vole, je clone et je copie tout ce qui bouge. Ben, j'ai 24 target disruption parce que j'utilise les decks des autres pour le mien. En fait, je suis complètement juste un miroir des 3 joueurs qui sont en avant. Tu joues un Restic Study, je vais te le voler puis je vais en faire 3. Ça va me faire plaisir. Fait que la plupart des Gain Control of, c'est toutes des Target Disruption. Tu sais que j'en avais vraiment beaucoup, tu sais. Mais dans la plupart de mes autres decks, là, c'est 5, 3, 7, 8. J'en ai vraiment pas tant que ça. Puis j'étais comme, ah, ok. C'est plus dur que ça paraît. C'est vraiment dur d'en avoir 12, je trouve. À part dans les decks où la synergie va être là, de vouloir vraiment faire du target disruption pour que ça soit efficace. Fait que je trouve ça intéressant. J'ai aimé l'exemple que tu as amené de Tamio tantôt. Parce que moi, là, mon target disruption, c'est comme ça que je le joue. J'ai pas beaucoup de cartes qui vont interagir ou qui vont targeter les boards des autres. Par contre, j'ai beaucoup de cartes qui vont me protéger. Puis je vais vous donner un exemple pendant que vous parliez, j'ai sorti ça. J'ai sorti mon deck de Ligue Tribale de Mirel. Où est-ce que tout synergise avec Mirel pour pouvoir avoir une armée de tokens. Mais je le sais très bien que elle, quand je la mets en jeu, là, le monde voit même pas l'image de la fille avec son bouclier. Ce qu'ils voient, c'est un gros target. Puis elle, faut qu'elle lève de là au plus vite. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté beaucoup d'instants qui la protègent. J'ai Galadriel Dissimale, j'ai même un Loran Escape. C'est une commune qui coûte 1 blanc. Target artefact ou créature gagne X-Proof indestructible jusqu'à la fin du tour. Puis je craille 1. Mais je le joue pour ça. Avec un Down Truth aussi, où j'ai même un Flare of Fortitude. Moi, mes Target Disruption, c'est comme ça que je les joue. Puis ça, c'est dans beaucoup de mes decks. J'aime mieux protéger mes acquis, protéger mes choses à moi, que de avoir une carte dans les mains sur au cas où que quelqu'un joue peut-être quelque chose que je vais peut-être avoir le goût de remover. C'est comme ça que je vois ma façon de jouer, puis je me rends compte, là, je trouve ça le fun, parce qu'avant, ça s'appelait Removal. J'étais pas dans le cas, mais pas pantoute. J'en joue pratiquement pas de Removal. D'ailleurs, dans mon deck tribal, j'ai pas de Sword Plowshare, puis j'ai pas de Path to Exile. J'en joue pas. Je m'occupe pas du bord des autres, je m'occupe du mien. Puis j'espère de gagner la course pour me rendre avant les autres au bout du chemin. Mais fait que je trouve ça le fun qu'il ait changé ça, parce que là, ça fait comme finalement, je suis pas tant à côté de la track que ça. Finalement, je suis juste différent. Je suis un marginal. Puis ce que t'emmènes, c'est super important parce que de prime abord, quand tu commences avec le template, tu regardes ton commandant puis tu fais c'est quoi le but de ce deck-là? Ouais. C'est super important, puis il faut que ça soit quand même défini. C'est subtil, c'est super dur, puis on va pouvoir parler de ça un peu plus dans le Planesguard. Ouais. C'est avec Mirel, le but, la clé de ce deck-là, c'est Mirel. Mirel, il faut qu'elle soit en jeu. Parce que la stratégie, c'est de te faire une grosse armée. Sans Mirel. Puis je rajouterais de même, bro, il faut qu'elle soit en jeu, puis il faut qu'elle soit en mesure d'attaquer. Fait que je peux pas la caster à tous les tours, là. Parce que si elle attaque pas, elle fait rien. La clé de ton deck, c'est ça. Fait que pour ça, les target disruption, ça va être pour que ça soit un enabler, pour que je puisse ouvrir, puis accéder au pouvoir du Wincon de Mirel, puis qu'elle marche, il faut que je la protège à tout prix. Fait qu'il faut que je trouve plein de target disruption qui vont la protéger, puis qui vont être en même temps aussi des enablers de ton deck, qui vont faire en sorte que quand elle est là,
Si je suis capable de la laisser là, ben, je vais avoir des chances de gagner. Mes chances de gagner vont être là parce que c'est elle qui va créer le but de mon deck. Le but de mon deck, c'est de créer une armée et d'attaquer les gens avec ça. Exact. Puis les meilleurs games que j'ai eu avec elle, c'est les games où le monde a essayé de faire des mass removal. Puis j'ai protégé mon board, fait que je me retrouvais tout seul avec un board pendant que les autres étaient affectés. Puis là, ben, j'étais parti. Je trouve ça intéressant que tu amènes ça parce que comme on en parlait cette semaine parce qu'on avait discuté de ça, je t'amenais le fait, par exemple, qu'il y a une certaine faiblesse là-dedans. Quand tu prends Myriel qui crée des tokens quand elle attaque selon son power, si je me trompe pas, il me semble que c'est ça, hein? Non, en fait, elle fait des tokens au nombre de soldiers que tu contrôles. Ah oui, c'est ça, ok. Ce que je trouvais intéressant, c'est que, bon, quand tu vas monter ton deck, tu te dis, regarde, tu sais, au niveau des créatures, j'ai pas besoin de faire du removal de créatures parce que si je enable assez Mirel, je suis capable de contrôler le board au niveau des créatures. C'est pas ça qui m'inquiète. Mais tu as peut-être un peu plus de faiblesse par rapport à tout ce qui va être les autres spells et les autres permanents. Tu es un peu plus faible au niveau des enchantements, des artefacts, et des choses qui vont peut-être affecter Mirel qui sont pas des créatures. Exact. Et que si tu removes pas ça, t'es fait. Puis si t'as pas de removal, si t'es pas capable de pouvoir disrupt ces genres de choses-là. Exact. Exemple, on va parler peut-être un peu plus tard parce que ça va être dans les mass disruption. Mais si quelqu'un met un propaganda, bonne chance, moi, je suis pris. C'est sûr. Et voilà, il vient de disrupt pas à peu près. Puis si t'as pas de mass removal, puis si tu t'attends à ce que les autres l'enlèvent, peut-être que les autres, ils ont peut-être juste 3, 4, 12, 12, puis ça leur dérange pas de payer des guns. Fait que là, tu fais Exact. Je viens de me faire disrupt. Fait que peut-être de faire ben je vais peut-être juste me concentrer dans mon disruption sur les choses que je contrôle un peu moins, tu sais. Effectivement. Et t'as regardé un peu ces choses-là, de faire OK, tu sais, les créatures, j'ai pas besoin de m'en occuper. J'ai quand même assez de contrôle à ce niveau-là. Mais peut-être les autres, c'est un peu plus dur, tu sais. Effectivement. Matt, as-tu quelque chose à rajouter sur le Target Disruption? Non, moi, comme je l'ai dit, c'est ça. Je pense que de nature, dans ce que je m'attends à faire comme genre de partie, moi, je veux vraiment négater ce qui va faire gagner l'adversaire, ce qui va m'empêcher de gagner, ou ce qui va me faire, ce qui va m'empêcher de mourir. Fait que j'en ai pas beaucoup, puis généralement, par expérience, je pige suffisamment de cartes pour être en mesure de toujours en avoir dans les mains. C'est ça. Un Teferi's protection pour protéger mon board. Un Galadriel Dismissal, qui est la carte que j'adore, qui est sous-jouée. Vraiment. Ben, quand même. Je pense qu'elle est dispendieuse un petit peu, par exemple. Montée de prix, là, mais moi, j'ai vendu cette carte-là. C'est un très beau segue du fait que cette carte-là, elle overlap et elle tombe dans deux catégories du fait qu'elle est très, très, très versatile. Puis on tombe dans l'autre template, dans l'autre catégorie qui est les Mass Disruption, qui ressemble, en fait, si on comprend le Target Disruption, on comprend le Mass Disruption. Ça va être tout ce qui disrupt au niveau vraiment, quand on tombe dans les 2 et plus, tout simplement, là. Quand c'est un Hall et Galadriel Dismissal, c'est vraiment ça. Tu as le choix de pouvoir phase out une des tiennes, une des autres, ou toutes les tiennes ou toutes les autres. C'est extrêmement bon, tu sais. D'ailleurs, dans mes questions, je vous demandais un peu, puis là, j'ai quand même un peu répondu à la question, mais le Cyclonic Rift se situerait dans quelle catégorie, selon vous? C'est drôle, hein? Moi, je l'ai déjà mis dans un deck, là, il était dans WinCon. C'est vrai que ça peut être dans un plan de cœur. Ben oui. Moi, c'est un mythe. Une de mes WinCon dans un de mes decks. Parce que, avec le deck de Merfolk, le but c'était d'attaquer. S'ils n'ont plus rien pour se défendre. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Effectivement. Sinon, ça va dans Mass Disruption. Ouais, Mass Disruption. Ben, encore là, ça peut être un single parce que tu peux. Ouais, c'est ça peut être un single aussi. Parce qu'il y a tellement de personnes qui jouent comme ça, mais si t'es dans la merde, tu peux jouer juste pour deux. Puis faire que ça bande juste une carte. Mais oui, c'est un écrit. C'est une carte que beaucoup de monde n'aime pas. Parce que c'est une carte qui est crissement, mal jouée. Moi, le plus souvent, je vois cette carte-là jouer juste pour ralentir ou reset une game. J'ai aucun problème à faire un Cyclonic Rift si tu gagnes le tour que tu le fais. Ça me dérange pas. Ouais, effectivement. Ou de me faire un Cyclonic Rift parce que j'allais te tuer puis gagner la game, ça me dérange pas. Mais un Cyclonic Rift pour resetter un board sans raison, ça me dérange. Tu sais, le gars, il a rien sur le board, là.
Puis les 3 opponents qui ont du stock, puis il y a une bataille qui se fait, puis lui décide de side rift. Mais il développe pas le tour d'après, tu sais. Ça les titille un peu plus. Avec raison. Puis c'est drôle. C'est drôle que tu dises ça, parce que j'avoue que la plupart du temps, quand je joue un Cyclonic Rift, j'avais jamais remarqué, mais c'est rare que les gens, ils se disent, OK, t'as-tu une réponse pour ça? Non, ok, ouais, je pense qu'on va, on se coupe la game, on te la donne, là. C'est vraiment, OK, là, t'as tellement de pouvoir, on essayait de te battre, mais là, tu viens de nous enlever tout contrôle, oublie ça, là, tant qu'à ça, tu finis la game, là. Effectivement. Mais tout mon Mass Disruption que je joue dans mes decks, / board wipe, à moins que je me trompe, chacun d'entre eux, puis je pense pas me tromper, ne me désavantage jamais. Hey, c'est plus efficace de même. Il faut pas, en fait. Exemple, dans mes 2 decks Voltron, je vais jouer Single Combat. Tout le monde va garder une créature. Ben oui, je garde mon Voltron. Dans Bello, je joue Blasphémosac, mais ils sont indestructibles. C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose. Avant ça, je mettais des Wrath of God, je mettais des trucs du genre. Puis d'un, il y a tellement de choix aujourd'hui. Il y a tellement d'options que je mets que des trucs qui vont juste être one-sided. Wind of Rat dans 6. J'ai trouvé toutes les créatures qui ne sont pas enchantées. OK. Ouais, c'est ça. Tu fais pas Rapid Board juste pour Rapid Board. Non, c'est ça. Puis, regardez, j'ai dans Bello 2 Mass Disruption, Niv Disc, qui est un artefact qui synergise. Parce que c'est un 4-4 pendant mon tour, je peux attaquer avec. Puis Blasphémosac, parce que tout mon stock est destructible, je m'en fous. Dans Citis, j'en ai 4, mais c'est tous des trucs comme Wind of Rat, Single Combat, Promise of Loyalty que Robert nous avait présenté, que ce qui reste ne peut pas m'attaquer. Dans Roxanne, j'en ai pas. J'ai pas de Mass Disruption dans Roxanne. C'est ça. Ça arrive. Moi non plus, j'en joue pas beaucoup. Mais tu vois, comme le Niveral Disc, moi, je le joue dans mon deck de Planewalker. Oui, c'est ça, parce que ça a été designé avec les Planeswalkers existent. C'est ça. Fait que ça détruit les artefacts, les créatures, les enchantements, mais tous mes Planeswalkers restent. C'est ça. Dans Rogra, j'en ai 3 qui sont sensiblement comme 6. Promise of Loyalty, Single Combat, puis tous des trucs qui vont faire que puis Waltz of Rage, que j'adore. Qui est un nouveau de Duskborn, que je target une créature, puis elle va faire son power en dommage à toutes les autres. Dans Voltron, j'étais mort de rire. C'est ça qu'il faut. Ah oui, c'est merveilleux, là. Puis... vas-y, continue. Bon, c'est ça. Mon Mass Disruption, je suis vraiment lourd. Vraiment, vraiment lourd. Ouais, moi aussi. Ben, tu sais, en mettre juste 6 dans le template. C'est quand même possible, mais moi aussi, je suis tout le temps en 2 de ça pareil. Je suis tout le temps en bas de ça pareil. Puis au sens large, il y a vraiment beaucoup de cartes qu'on considère des fois pas comme du Mass Disruption qui peuvent rentrer là-dedans quand on pense à... moi, j'aime bien dans mon deck vert, je jouais Selvala. Donc dans Selvala, mon ramp, j'utilisais absolument aucun artefact parce que j'en ai pas besoin. Je veux dire, le ramp se fait avec les créatures. Alors je mettais beaucoup d'artefacts 8, comme par exemple un Collector Oof, qui fait que... Je sais pas s'il y a les malabilités, mais en tout cas, un Collector Oof, en général... C'est un Mass Disruption parce que les activations d'artefacts ne peuvent pas être utilisées. Ça va disrupt beaucoup. Ça n'a pas besoin des fois de wiper le board. Des fois, ils vont juste plus bouger pantoute. Et ça va disrupt quand même. Un Stony Silence, des cartes qui font que ça exile les graveyards, ça va de façon en général en masse faire des disrupts. Tout ce qui est stacks. Même, je dirais même les Thalia. Une Thalia, c'est une Mass Disruption. Toutes les spells que les gens vont jouer vont coûter un petit peu un de plus. C'est pas obligé d'être des fois c'est ça, de wiper vraiment extrêmement beaucoup, mais on va disrupt de façon sournoise tout. Puis ça peut comme avoir un avantage. Même de façon, encore une fois, protection. Teferi, protection, est un Mass Disruption. Oui. Parce que, tu viens de disrupt tes trois opponents. Ou tu viens de disrupt celui qui allait te tuer puis gagner la game. Ben voilà, et c'est en masse. Un fog, toutes les fogs de ce monde vont être des mass disruption. Fait que, il y a tout le côté protection aussi qu'on peut voir aussi comme quelque chose qui va disrupt avec les gold
et toutes les phase-out de ce monde-là. Fait que c'est ça, il y en a beaucoup plus qu'on pensait. T'sais, avant, c'était board wipe, puis j'avais de la misère, moi, à me dire, ben là, dans un deck vert-bleu, là, mais tu sais, les cartes, c'est vrai que dans le bleu, il y a aussi toutes les Return to your hand, all X, Y, Z. Les bounce, c'est super intéressant, là. Mais des fois, c'est un petit peu plus dur d'aller chercher du disrupt. Mais c'est ça. Des fois, on peut voir plus large puis se faire ah, ok, j'en ai quand même des cartes qui peuvent, de façon, c'est ça, de façon sommaire, changer l'allure de la game en ma faveur. Tu sais. Cool. On a-tu fait le tour pour le Mass Disruption? On a pas mal fait le tour au niveau du mass disruption. Hein. Cool. Je vous propose d'arrêter le podcast là. On a fait pas mal une bonne partie, puis on va se garder le reste pour le prochain podcast, c'est-à-dire les LEN puis le playing card. Je pense que le playing card, on va avoir beaucoup de choses à faire et à dire par rapport à ça. Fait que êtes-vous à l'aise avec ça? Yes. Bien sûr. Good. Fait qu'on va closer le podcast pour ici, puis on va se redonner rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. On espère. Fait d'un hiccups, ça devrait être la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Oui, moi, je prends en considération que c'est la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, ça va être dans l'autre, mais c'est sûr qu'il va y avoir la deuxième partie. Oui. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde dans nos auditeurs, puis même nous autres. Même moi, j'ai pas eu le temps de faire tous mes decks, mais c'est sûr que tous mes decks vont y passer, puis ils vont avoir un petit check-up à faire avec ce merveilleux template. Puis je te remercie encore, bro, pour cet épisode-là. C'est vraiment cool. Écoute, ça me fait plaisir. C'est une belle discussion, puis c'est important peut-être de voir. Puis ça peut améliorer la qualité puis le plaisir qu'on peut avoir autour de la game en jouant Commander. Là. Ça peut en fait, moi, ce que j'aime surtout, là, c'est que c'est un outil qui va servir autant aux débutants qu'aux joueurs expérimentés, puis qui va refaire. Puis je trouve ça le fun, moi, d'avoir à retomber dans nos decks par faire ouais, je vais leur checker, mais il a redonné de l'amour un peu, puis je vais leur checker. Puis là, tu fais comme ah, ben tabarnouche, ben, je viens peut-être de trouver une petite faille à ce deck-là. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que sur ça, je vais rappeler nos disponibilités qui sont sur Spotify, sur YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces. Sinon, on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Puis d'ailleurs, on va mettre l'image du template. Venez jaser avec nous autres ou nous envoyer vos commentaires. On est toujours bien content de vous lire. Remerciements, merci à vous deux. Merci d'être là et d'avoir participé. C'est super. Merci à toi. Merci à Matt. Gentil. Hey. Sinon, merci à la communauté de joueurs Commander. Quelque chose à rajouter, les gars? Ben non. Non, je pense que c'est complet. Matt, c'est complet aussi? On parle-tu du drap? Pigé, c'est gagné, puis on va en reparler. Une prochaine ou dans l'autre. Fait que sur ce, je souhaite à tous et à tous des bons matchs Commander, puis de piger. Au plaisir de se reposer au prochain épisode. Ciao, bye. Ciao. Bye.